comment c'est fait. Voilà. Juste l'histoire, c'est d'enregistrer comme ça, on le remet en lien derrière et les gens qui n'auraient pas pu suivre et présents. Donc voilà l'ordre du jour. Là, j'ai rajouté par rapport aux infos avec qui j'avais discuté ou partagé un truc sur les écoles de triathlon parce qu'il y a eu des données qui sont arrivées et en commençant le point de situation, je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs qui étaient pas complètement dans les clous. Donc l'idée, c'est de vous rappeler un peu ce qu'il faut faire, où on doit en être. Et donc voilà. Donc on va attaquer tranquillement. S'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas comme d'hab à m'interrompre, hein, il y a pas de problème. Je vais le mettre en plein écran, comme ça sera peut-être plus simple pour la lecture. Donc du coup, les nouveautés, là, je vais simplement m'attarder un peu sur les nouveautés liées à la labellisation des écoles. Je pense que vous avez tous reçu le doc. Si ce n'est pas le cas, je vous l'enverrai, mais c'est un rappel par rapport à ce doc. Donc aujourd'hui, vous savez, et on va y revenir après sur différents autres sujets, que notamment dans les écoles de triathlon, pour que vos intervenants bénévoles soient pris en compte, ils doivent être déclarés. Et il y a la possibilité aussi de prendre un intervenant bénévole d'un autre club, mais c'est limité à un intervenant. L'idée, c'est pas d'avoir plein d'intervenants hors école de triathlon. Ah, attendez, je rebascule parce que j'arrive pas à basculer comme ça. Voilà. Dans les obligations, donc ça c'est un point important, sachant qu'il n'y a que deux de réunions. Donc je vous laisse, je ne vais pas vous le lire entièrement, mais globalement, le représentant de l'association, donc le président ou la présidente du club et les personnes qui ont une responsabilité technique doivent à minimum tous les deux assister à l'une des réunions suivantes. Donc notez bien les dates. Si personne du club n'assiste à aucune de ces réunions, le club ne pourra pas être labellisé école de triathlon. Cette année, la nouveauté, c'est qu'il y aura un petit questionnaire et les gens seront identifiés précisément quand ils participeront à l'une de ces deux réunions. Donc, je ne sais pas si à titre à club vous avez reçu l'info, mais c'est bien noté dans le document. On vous le rappellera et on le renverra, mais soyez vigilants parce qu'il y a deux dates de proposées. Et si vous êtes non présent, et voilà, le représentant de l'association président, et on va dire, il y a des clubs qui ont un directeur technique ou un responsable technique de l'école de triathlon, voilà, il y aura une des deux réunions à laquelle il faudra assister. Et dans le doc envoyé par la DTN, c'est bien précisé qu'à l'issue de ces réunions, il y aura un petit questionnaire, entre guillemets, pour être sûr que vous ayez assisté à la réunion et non pas simplement allumer l'ordi et partir faire autre chose. L'habitude maintenant des cours en ce qu'on appelle en FOAD permet de, quoi, nous donne ces petits trucs. Donc voilà, ça fait partie des passages obligés pour la labellisation école de triathlon. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Organisez-vous pour que ces deux personnes ou les représentants de ces deux personnes soient dispo et comme normalement c'est le président, hein, c'est pas le représentant, il doit être présent. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Euh, c'est tout ce qui est lié aux déclarations et aux obligations de coach. Pareil, dans la même lignée, euh, l'équipe pédagogique et toutes les personnes qui interviennent, comme c'est précisé, à titre bénévole et ou à titre quoi, ou rémunéré, diplômés ou non, doivent se déclarer comme éducateurs sur leur compte Espacetrice. C'est eux qui le font et vous, en tant que club, vous validerez le fait qu'ils sont bien éducateurs et seulement ces personnes-là pourront compter dans le système de points. Vous vous rappelez, on va le voir après, le système de points pour les écoles de triathlon. Euh, J'espère d'ici une dizaine de jours vous envoyer un topo avec les déclarations faites comme des clubs et que vous soyez à jour par rapport à ça, parce que derrière, en plus, il y a des obligations d'honorabilité et donc il y a un contrôle qui est fait par le ministère des Sports, par tous les intervenants auprès des écoles de triathlon. Donc voilà, ça fait, c'est des choses qui ont été mises en place avec tous les problèmes liés aux agressions, à différents types d'agressions dans les clubs.
pas que dans le triathlon, heureusement, mais malheureusement dans tous les sports. Et donc, il y a des contrôles d'honorabilité maintenant des intervenants. Et donc, toutes les personnes qui interviennent, même qu'une heure de temps en temps, doivent être déclarées au niveau de l'école de triathlon. Donc, soyez vigilants, parce que s'il y a des contrôles et qu'on se rend compte que les clubs ne jouent pas le jeu, alors, dans un premier temps, ça sera le label école de triathlon qui pourra être perdu ou pas donné, mais voilà, ça peut laisser plus loin. C'est des obligations légales et il faut qu'on joue tous le jeu à ce niveau-là pour que, voilà, que le triathlon soit bien noté et qu'il n'y ait pas de souci à ces trucs-là. Ça a derrière d'autres enjeux au niveau des conventions d'objectifs avec le ministère et tout. C'est quand même important qu'on joue tous le jeu derrière ces trucs-là. Didier, on t'entend pas, je vois que tu parles, mais Et un, Didier, ouais, ouais, Alain. et un éducateur non déclaré, c'est passible d'une amende de 15 000 euros et 1 an de prison. Et pour le président, s'il n'a pas déclaré ses éducateurs, donc c'est 3 ans de prison et 45 737 euros d'amende. Et je vous rappelle, hein, tous les éducateurs rémunérés. Alors là, je vais commencer le pointage. Je suis étonné beaucoup du nombre de bénévoles. Alors, je sais que les gens ne sont pas bénévoles. Encore une fois, hein. La Ligue, on n'est pas l'URSSAF, on n'est pas un agent de contrôle. On est là pour vous alerter, vous conseiller, vous prévenir. On n'a pas un rôle répressif, mais je le dis souvent, jouez pas avec le feu. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont rémunérés de façon non officielle, et toutes les personnes qui sont rémunérées dans les clubs doivent avoir une carte pro. Aujourd'hui, c'est simple, hein, il y a un site qui s'appelle EAPS. Vous tapez le nom, le prénom de la personne et ça vous donne le nom de la personne carte pro. Je vous mettrai le lien dans le résumé du PowerPoint. Vous rentrez les noms et normalement, les personnes, si elles ont leur carte pro à jour, ou de toute façon, si elle n'est pas à jour, elle n'apparaît plus sur le site, ça vous donne le truc. Ça vous permet, vous, en tant que dirigeant ou directeur d'une structure ou président, en fonction des statuts que vous avez, d'être sûr que la personne a les diplômes qui permettent d'encadrer contre rémunération. C'est aujourd'hui la meilleure solution quand vous êtes en responsabilité sur le club de vous garantir qu'il n'y a pas de souci de conformité. Et je vous rappelle qu'un maître nageur, un BESAN, un BPGEPSAM, quoi, toutes les activités nautiques, n'ont pas compétence et ne peuvent pas être salariés ou rémunérés pour encadrer des activités terrestres du triathlon. Ils ne peuvent encadrer que les activités nautiques. Donc tout ça, pour certains, c'est un peu complexe ou compliqué. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Tristan. On peut vous accompagner sur ça. Il y a pas mal de choses qui vont aussi évoluer. On va ouvrir un nouveau diplôme par rapport à cette professionnalisation. Oui, David. Ouais, j'ai une question, enfin un besoin d'un éclaircissement sur la différence entre un salarié et un indemnisé. Sachant que dans notre club, pour prendre l'exemple du VMT, hein, on est sur des indemnisés et pas sur des salariés. Où est la différence dans la réglementation? Bah alors, Eh ben, indemnisé pour moi, hein, alors, je suis pas fiscaliste. Rémunéré, c'est qu'il y a une fiche Oui, de tout à fait, ouais, paie. ça je comprends bien, Voilà, on je est le comprends truc. bien. Indemnisé, en règle générale, c'est des gens qui sont auto-entrepreneurs et qui font une facture par rapport au travail qu'ils font. C'est les deux seuls cas où on peut payer des gens dans un club, parce qu'indemniser, c'est quand même les payer. Donc, pour être dans un statut légal. L'indemnité en frais kilométriques est toujours de vigueur de mémoire. Oui, mais c'est des indemnités kilométriques, mais il y a eu des contrôles URSSAF. Ça, c'est le premier truc qui est contrôlé, un contrôle URSSAF, l'indemnité kilométrique. Nous, ils nous ont donné un exemple sur une formation avec l'URSSAF où il y avait un éducateur, en gros, il faisait le tour du monde tous les ans en voiture. Hmm. Donc, Ouais, je c'est-à-dire qu'un comprends. un c'est-à-dire qu'il éducateur avait... qui a Pardon, Alain, deux, vas-y. un éducateur qui est à 2 ou 5 kilomètres de son lieu de travail, alors je ne sais plus combien vous les indemnisez, enfin vous les payez de l'heure 15, 20, 25, 30 euros. Par exemple. Automatiquement, il faut qu'il fasse pas mal d'allers-retours dans la journée. Donc, il faut savoir qu'il y a eu des clubs qui ont eu entre 120 000 et 150 000 euros d'arriérés, comme si
Il a fallu, auprès de l'URSSAF, et il a fallu les déclarer. Donc, il faut faire très attention avec le montant des indemnisations. Voilà. C'est-à-dire que globalement, hein, dans les contrôles, ce qui se passe, c'est de dire bah, comment tel éducateur intervient. Alors là, je parle pas de professionnel ou pas, et donc un éducateur est indemnisé quoi, via des frais kilométriques. Il habite où? Il a quoi comme voiture? Il fait combien de séances par semaine? Donc, s'il habite, comme disait Alain, à 5 km, en gros, c'est 0,50 en fonction de la puissance de la voiture. Je ne vais pas rentrer dans les détails plus Oui, que ça. Donc, ça veut dire qu'il peut toucher 2,50 € aller-retour, ça fait 5 euros. Donc, c'est pour faire, s'il est à 20 € de l'heure, bah, faut qu'il fasse un paquet d'allers-retours. À un moment, on va dire, mais attendez, il vient combien de fois à la piscine ou au stade par semaine? En sachant que vous avez 5 créneaux d'entraînement par semaine et votre éducateur, il vient 15 fois, il vient 15 fois au stade, là, il y a un problème. Donc, attention à tous ces trucs-là. C'est pour ça que moi, chaque fois, je vous mets en Yannick, garde, ouais, hein. si tu permets là-dessus, Oui. moi ce que je vous conseille là-dessus, sur tout ce qui est l'emploi, il y a une personne qui a été embauchée au siège fédéral pour accompagner les clubs et les ligues sur l'emploi, sur la professionnalisation. Elle s'appelle Mélodie Crouza, Crouzat, Mélodie Crouza. Et son numéro de téléphone, 07 45 08 73 61. On va le mettre dans la conversation associée Mm. à la visio. Donc 07 45 08 73 61. Donc vos obligations, ce que vous pouvez faire, vos marges de manœuvre et ainsi de suite, ça sera beaucoup plus clair. Et c'est son taf au quotidien, donc elle connaît tout ça par cœur. Donc, ouais, n'hésitez pas. En plus, elle connaît vraiment bien le monde du sport, hein. C'est pas parce que souvent, voilà, on est un peu spécifique, il y a des trucs un peu, voilà, elle maîtrise bien les choses. Mais elle vous donnera les règles de loi et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais soyez vigilants, hein, parce que malheureusement, on sait qu'il y a plein de clubs qui sont borderline par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à l'appeler, à la contacter. Dans le compte-rendu, je vous mettrai ses coordonnées. Ça sera plus simple. Pour finir sur les écoles de triathlon, donc là, vous voyez la nouvelle grille des points qui a été mise en place. Donc ça, c'est des calculs automatiques, en sachant qu'encore une fois, chaque année, il y a des clubs qui sont surpris. Si vous mettez 20 éducateurs et que vous n'avez que 10 jeunes, les 20 éducateurs ne seront pas pris en compte. Je prends exemple exprès un des exemples très larges. Il y a des ratios encadrant le nombre de jeunes. On ne peut pas mettre toutes les personnes. Donc, à un moment, il y a des choix à faire en disant, bah, il y a telle personne qui arrive sur comment l'école de triathlon, même si les gens interviennent réellement, mais on ne prendra pas en compte au-delà du ratio de mémoire, c'est 1 pour 8. Donc, vous avez un éducateur pour 8 jeunes, et bah, si vous avez 3 éducateurs et que 8 jeunes, on n'en prendra qu'un éducateur en compte. Est-ce que c'est un rapide rappel et quelques mises au point sur les écoles de triathlon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les écoles de triathlon avant qu'on passe sur un rapide retour sur le sélectif de duathlon à Versailles? Comme Yannick, Ouais, j'ai une petite question, juste, parce qu'en fait, en écoutant là, j'ai j'ai une lumière qui s'allumait au plafond. Nous, on a deux bésanes qui interviennent uniquement sur la partie natation, mais, mais on n'aura pas pris de licence dirigeant ou quoi que ce soit FF3. C'est-à-dire que dans la base de FF3, si tu veux, je ne peux pas les déclarer. si le président a la possibilité sur Espacerie de déclarer des intervenants extérieurs dans ce cadre-là. On sait bien que ça existe, donc du coup, ça, c'est prévu. Ok, d'accord. Donc ça, c'est Laurence qui doit gérer ça. Ouais, il y a un module où si la personne qui a la main sur Espacerie, qui a les codes admin sur Espacerie, elle peut déclarer les intervenants. Là, l'exemple que je prenais, c'était des éducateurs bénévoles, en partant du principe qu'un éducateur bénévole, il ne va pas intervenir dans plein de clubs ou alors il est plus bénévole. Donc, c'était pour ça qu'on avait le droit qu'il y ait un éducateur bénévole par club. Mais après, les intervenants extérieurs, c'est complètement différent. On sait que, par exemple, dans le cadre de la natation, effectivement, on peut aller chercher des intervenants extérieurs. Ok, ok, super, merci beaucoup. Donc,
Rapidement, hein, sur le sélectif duathlon, je vous ai mis les chiffres des participants. Dans les inscriptions, j'ai mis comme à l'école hein, en progrès, mais peut encore mieux faire. Malheureusement, on a toujours des clubs qui remplissent pas le tableau comme il faut. Ça nous cause du temps de travail supplémentaire, qui mettent des numéros de licence de la mauvaise catégorie, hein. Il y a un club, par exemple, il y avait trois Benjamin, trois minimes qui étaient Benjamin. Donc voilà, à un moment, soyez vigilants parce que tout ça, après, vous le reproduisez au niveau au-dessus et c'est compliqué après au niveau national. Sur les épreuves nationales, ça peut créer des vrais problèmes. Donc voilà, on a eu un jeune, je ne sais pas comment il a fait pour passer à travers, je pense que vous l'avez constaté, il y avait un jeune en VTT sur le parcours. On l'a constaté qu'au moment où il prenait son VTT, les arbitres l'ont vu, mais n'ont pas fait gaffe que les VTT étaient interdits sur le sélectif. Heureusement, ça n'a pas posé de problème. Juste un appel, on n'est pas sûr l'année prochaine, vous avez vu que le circuit Nexter est en chantier. On a perdu de la surface du circuit. On pense qu'on risque d'en perdre encore, donc ce qui voudrait dire qu'on n'est plus en capacité d'organiser sur ce site. Donc, dès maintenant, on fait un appel à candidats pour le sélectif duathlon 2025, parce qu'il faudra qu'on trouve une solution si on n'a pas le circuit Nexter et l'apport du club de Palaiseau et du lycée de Versailles qui nous ont aidés, quoi. Donc, merci à eux parce que sans eux, on aurait été un peu compliqué pour organiser le sélectif. Et merci au club aussi d'avoir joué globalement le jeu. Il y avait quand même peu de jeunes qui n'avaient pas leur place. Il y a eu quelques doublés, mais voilà, vous avez fait une bonne sélection. Je ne sais pas comment vous avez procédé avec vos clubs, mais en tout cas, c'était respectueux de ce qu'on avait s'était dit entre nous. Ça a permis voilà, d'avoir des courses. Il y a eu quelques chutes. La course où il y a eu le plus de chutes, c'est la dernière course. Alors c'est là où il pleuvait le moins. Est-ce que c'est lié ou pas? Et il y a des courses où, heureusement, notamment la première course où il n'y a pas eu de chute. Benjamin Minime, garçon, il n'y a pas eu une seule chute. Donc voilà, il y a eu, voilà, c'est de la bobologie. Mais donc c'est toujours embêtant quand il y a des chutes. Mais voilà, ça fait partie des choses. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou à dire sur le sélectif. Donc, je continue du coup. Je vous ai envoyé à tous les clubs concernés la liste des jeunes sélectionnés. J'ai quasiment eu tout le monde en retour. L'idée, c'était voilà, avant d'officialiser la liste des sélectionnés, on soit sûr que tous les jeunes qui étaient qualifiés participent. Parce qu'une fois que moi, la liste, l'envoie à la Fédé, les quotas deviennent des noms. Donc, une fois qu'on a donné cette liste, on ne pourra plus revenir en arrière en disant, finalement, Tartampion ne participe pas. Du coup, est-ce qu'on peut prendre le dossard suivant? Pour ça, je vous ai envoyé rapidement la liste des qualifiés pour qu'on ajuste au cas où. Pour l'instant, on n'a que des retours. Tout le monde participe pour tous les clubs qui m'ont répondu. Je crois il a manqué un ou deux clubs, mais globalement, on a eu un retour de tout le monde. Ok, on enchaîne. Donc maintenant, le travail un peu à venir. Par contre, je sais pas si non, j'ai peut-être pas. Non, c'est ça. Donc ce que j'ai mis en noir globalement, c'était les choses qu'on avait déjà discutées, et que j'ai reformulées, mais qui sont pas encore validées, mais qui étaient déjà dans les discussions. L'idée, c'est d'avancer sur ces points-là. Donc ça, c'est les nouveautés. L'idée, il y a des choses qui ne bougeront pas. On ne va pas révolutionner complètement le challenge 2024-2025. Je vous rappelle que l'idée, c'est de faire évoluer ce challenge avec vos remarques, un travail en commun pour que, on va dire, fin mai, début juin, ce challenge soit arrêté, qu'on le valide nous au niveau du CA de la Ligue, que les élus le valident, pardon, et qu'ensuite, comme ça, il soit connu et reconnu de tout le monde fin juin. Donc l'idée qu'on avait évoquée lors des dernières précédentes réunions, donc c'était des corrélations pardon, entre le niveau du club et le niveau de l'organisation. Globalement, c'est un club R1, quoi, on va dire dans l'autre sens, un club qui est ni R1 ni R2 peut très bien organiser une course R1. Il n'y a pas obligation d'être dans la course, dans le niveau de course qu'on organise. Mise en place, et je vous ferai voir après, on a travaillé avec les arbitres, avec quelques personnes sur la mise en place d'une classification des épreuves en fonction de la qualité de l'organisation via un système de labels, donc avec des labels or, argent et bronze, avec en se disant, si on définit un certain nombre d'épreuves
au challenge, on prendra en priorité les épreuves qui ont un label or, en deuxième temps les labels argent et ainsi de suite, pour faire un choix en fait en disant si on limite le nombre d'épreuves au challenge, on ne pourra pas mettre tout le monde si on définit un nombre. La dernière fois, on avait évoqué de revenir sur un pourcentage de jeunes présents pour marquer des points au niveau des clubs. Je vous rappelle que c'était un dispositif qui existait, qui a été supprimé, et la dernière fois, ça a été évoqué de revenir à ce pourcentage. Là, les pourcentages en rouge, c'est les pourcentages qui existaient avant. En gros, il faut que 20, pour les clubs de R1, il fallait que 20% des jeunes soient présents pour que le club soit identifié comme un déplacement club et marque des points. R2, 15%. Et sur la R3, on n'avait pas mis de pourcentage en disant souvent c'était le début de la mise en œuvre d'un projet école de tri. Donc, c'était compliqué de flécher des pourcentages. Donc, sur ces et quatrième point qu'il faut qu'on l'a évoqué, mais on ne l'a pas plus avancé que ça, c'était le nombre d'épreuves au challenge. Est-ce qu'on fait toutes les épreuves qui ont un niveau, par exemple or, argent et bronze, on les rentre au challenge, ou est-ce qu'on définit un certain nombre d'épreuves? Donc là, voilà, je vous laisse amener des arguments, contre-arguments et voir des points et qu'on essaye d'avancer sur ce point-là. Allez-y, hein, là, c'est à vous. La parole est personne. Ou est-ce que ce qui est présenté vous convient et C'est David. Ouais, vas-y, David, vas-y. Ouais, on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc oui, sur le pourcentage, j'ai plus en tête, moi, la participation de mes jeunes aux compétitions, mais on doit être sur les... Bon, en gros, hein, grosso modo, je prends l'exemple VMT parce que je le connais, on est entre 90 et 100 jeunes, donc ça fait une vingtaine de jeunes. Pour la R1, ça me semble raisonnable. Je ne vais pas me positionner sur R2, R3. Mais bon, R3, ça me paraît évident qu'il n'y a pas de pourcentage. R2, j'ai pas d'idée des effectifs des clubs qui sont à R2 et de leur pourcentage de participation aux différentes courses. Mais pour les R1, après, j'ai pas les effectifs de tous les clubs R1. Je pense que ici, éventuellement, et surtout ici, on a beaucoup. Donc 20% pour ici, ça fait peut-être un nombre important. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Alors, oui, le nombre important. Le chiffre, alors, sur l'historique, hein, j'ai regardé, en fait, sauf quand, si on prend l'exemple d'ici Lumineux qui est obligé de venir à Idébus pour Mm. rentrer dans les quotas, euh, il y a très rarement où ils n'étaient pas dans les clous. Et en gros, quand c'est dans les clous, c'est plutôt des déplacements de jeunes, alors, je veux dire solitaires, le mot n'est pas Ouais, ouais, forcément bien sûr. approprié, mais c'est par exemple, tu as deux ou trois gamins qui y Ouais, vont, ouais. mais Ouais, moi, je ça vois, tourne jamais autour des 20%. C'est soit non. beaucoup, enfin, c'est soit 20%, soit 2, quoi. Voilà, c'est en règle Ok. générale, c'est voilà. En gros, si on met ce truc-là, ça limite l'effet je viens à 4 et je marque des points, Ouais, ouais, bien en sûr. sachant que cet effet-là, hein, c'est pour ça quand moi on l'avait expliqué pourquoi on l'a supprimé, c'est que le nombre d'épreuves aujourd'hui qui compte, c'est 8 et du coup, les épreuves où il y a peu de jeunes, de fait, elles sortent du classement parce que les clubs ont une stratégie de faire au moins 8 courses et donc du coup, ils marquent plus de points sur les courses où ils viennent en nombre, quoi. Tout à fait. Mais c'est voilà. Mais aujourd'hui, ça arrivait une ou deux fois où il y avait un vrai déplacement club. Quand je dis déplacement club, nous, c'est quand on identifie où il y a le coach du club, la tante du club, quoi, voilà, où on sent que c'est le club qui vient. Sur la dernière année où ça a été appliqué, je crois que ça a pénalisé deux clubs, une fois deux clubs, quoi. Mm. Et nous, bah, je suis concerné cette année, hein, donc on avait levé cette règle pour cette année. Et le fait est, c'est que maintenant, il va falloir que je fasse faire des compétitions à mes jeunes pour sortir des mauvais résultats. Parce que on a certains solitaires qui ont été sur des courses et donc on a terminé dernier ou Mhm. avant-dernier. Et donc maintenant, il faut que je rajoute des courses qui n'étaient pas prévues pour sortir ces résultats des 8. Donc voilà, c'est un peu, enfin, c'est la chasse à la course. Et c'est vrai que bon, on avait décidé de ne pas mettre de pourcentage. Je pense que bon, moi, j'étais pour pas mettre non plus, mais les imbéciles ne changent pas d'avis. Et en effet, je pense qu'un pourcentage est intéressant. Après, à nous d'orienter nos jeunes sur ces courses en planifiant à l'avance. Et c'est toujours la problématique, c'est la planification.
toujours, en fait. On retombe toujours sur la problématique de planification parce qu'on peut mettre des pourcentages, mais si on est incapable de planifier nos courses, parce que les organisateurs, c'est pas de leur faute, hein, mais n'ont pas l'assurance d'organiser à des dates précises ou même d'organiser tout court, euh, c'est compliqué ces pourcentages parce qu'on sait pas, on n'arrive pas à se positionner à l'avance sur des courses en disant bah, on va monopoliser nos 20%, au moins 20% de jeunes sur cette course. Et voilà, c'est juste la problématique du lien, de la corrélation avec le calendrier à l'avance, quoi. C'est toujours la même problématique, hein. Donc, mais dans les faits, enfin, pour moi, 20% pour un club R1, sous réserve que les gros clubs, le gros club qui est ici, ou alors Poitiers est peut-être un peu moins concerné, puis nous avec une centaine aussi, enfin, a priori, on rentre dans les clous quand on se déplace. On se déplace toujours au moins à 30 ou 40%. Donc, j'ai pas de problème sur ce pourcentage, en tout cas pour la représentation R1. Je sais pas s'il y a d'autres qui veulent intervenir. Ouais, juste, j'interviens mais avec ma casquette ici et pas Ligue pour dire que pour nous, il n'y a pas de difficulté avec ces pourcentages, hein. Nous, 20%, ça nous fait à peu près 35 gamins donc sur la course, mais ça correspond sur les courses identifiées, ciblées par le club, on en a plus de 35 à chaque fois, donc il n'y a pas de difficulté de notre côté pour ici. Euh, Ouais, par contre, enfin, enfin, je vois pour les petits clubs, par contre, qui sont par exemple en R2, 15%, on les a pas tout le temps, hein. C'est Pardon, un j'ai pas peu vu. compliqué de. Enfin, Ah ouais, là, dernièrement, c'est un peu plus compliqué de mobiliser. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile de mobiliser les jeunes pour enfin, venir aux compétitions. Là, on a un peu plus de mal et 15%, enfin, je vois, ça va être compliqué. Mais Après, il y a une possibilité aussi qui est différente, c'est de corréler le pourcentage au nombre de jeunes dans le club en faisant fi des R1, R2, R3. Euh, on peut aussi, enfin, c'est un autre raisonnement, hein, mais Mm. on pourrait aussi, alors peut-être pas pour R1, mais peut-être pour R2 seulement, par exemple. Pour R2, on pourrait en effet avoir quelque chose de dégressif parce qu'il y a des R2 où ils sont beaucoup, il y a des R2 où ils sont moins, mais très performants. Donc peut-être une corrélation sur le nombre avec des tranches, quoi, tout simplement. Après, ça complique les choses, hein, je le comprends, mais mais encore une peut-être fois, pour hein, éviter que des clubs R2 qui sont en petit effectif, mais avec un effectif très efficace sur les courses, soient pénalisés par ce pourcentage. que c'est vrai, enfin, je faisais un peu, on a à peine 50 à 50 jeunes. Nous, si je fais le calcul, ça veut dire qu'il faut qu'on en ait systématiquement au moins 7, enfin, au moins 8, ce qu'on n'a pas tout le temps sur toutes les courses. Mais après, bon, c'est un travail qu'on fait nous en ce moment pour essayer de motiver nos jeunes à aller sur les compétitions. Mais voilà, c'est pas forcément toujours évident. encore une fois, hein, c'est 15% des jeunes licenciés du club, hein, c'est pas 15%, voilà, pour qu'il n'y ait pas de méprise. Et moi, j'ai regardé les 3 dernières années où il y avait cet aspect-là. Il y a deux clubs qui, encore une fois, qui avaient un vrai déplacement club sur sur le challenge, qui ont été pénalisés. Euh, pour les citer, hein, ça a été une fois le Stade Français et une fois Sartrouville. Mais autrement, à chaque fois, ça rentre dans les clous. Alors, effectivement, c'est dans la logique du déplacement club en se disant, bah voilà, même si qu'un petit club, 15%, ça fait moins de gamins que 15% d'un gros club, mais c'est toujours que 15% des jeunes licenciés du club, quoi. Ouais, ouais. Euh, Y a pas de... Moi, pardon, j'ai une question aussi, c'est les licenciés jeunes, c'est ceux qui ont une licence complète ou ceux qui ont Oui, la la licence complète. totalité? D'accord, ok. Oui, oui, parce qu'autrement, par définition, les licences loisirs ne font pas de compétition. Donc, oui, c'est vraiment, on est parti sur les jeunes licences compétition. Je l'ai rajouté par rapport à vos remarques. Mais non, non, c'est licence complète. Le but, c'est pas de pénaliser, c'est simplement aussi de créer une émulation dans le club en se disant, bah, vous voyez, on est 6, il en faudrait un ou deux de plus pour qu'on soit dans les clous. Et encore une fois, après, c'est pareil, c'est pas sur toutes les courses, c'est quelques courses à cibler. Alors, je sais que c'est simple à dire d'un ordi, mais voilà, c'est aussi de créer un truc. Karine, par rapport à ta remarque sur le challenge, sur des classements individuels, ça
jusqu'à maintenant, alors ça peut faire partie des choses qui peuvent évoluer, hein. L'idée, c'est pas de tout, mais on n'a jamais voulu au niveau de la Ligue faire des classements individuels sur les courses comme ça, parce qu'il y a déjà des courses où l'individualisme et l'individualité est mise en avant. Bah, les sélectifs, il y aura la Super League. À un moment, là, c'est vraiment des animations club et c'est aussi de permettre à tous les gamins, même qui ne seraient pas performants, de participer et d'être intéressés par venir parce que même le gamin qui termine 50e, eh ben, il marque des points et des fois, c'est lui qui fait basculer le club, qui fait gagner une place au club dans le classement parce qu'il a marqué des points. Euh, Ces points peuvent valoir cher, quoi. Donc aujourd'hui et pour l'année 2024-2025, c'est pas à l'ordre du jour de mettre un classement individuel. Alors, comme on va lancer la Super League et on espère que ça va marcher, il y aura possibilité de classement individuel. J'ai une petite question là, c'est Gwen du Oui, DB Corbeil-Essonnes. Juste, je prends l'exemple du duathlon de Meaux, où aujourd'hui les mini-poussins ne sont pas considérés pour la compétition et où les cadets juniors ne sont pas considérés non plus, puisque sur la course open. Comment vous faites pour vous dépatouiller avec le pourcentage entre les alors poussins, les pupilles, les benjamins et les minimes qui restent par club en fait je pour suis pas uniquement normand, mais diffuser? cette année c'est simple, il n'y a pas le pourcentage. Oui, je sais, mais sur... L'année prochaine, ce genre de course ne sera pas au challenge. D'accord, ok. Ok, C'est-à-dire ok. que à partir du moment où on met des règles, vous voyez, on essaye de faire évoluer, on avance ensemble, hein. L'idée, c'est de dire, si on veut mettre des règles où on compte le nombre de jeunes licenciés, il faut que toutes les catégories qui rentrent que l'organisateur, ça fera partie des labels, de se dire, bah oui, mais comment vous prenez pas toutes les catégories, de fait, vous perdez des points dans le label et donc du coup, bah, vous ne serez pas dans les épreuves qui comptent pour le challenge. Ouais, mais alors là, j'ai une toute petite problématique, c'est la problématique de l'aquathlon de Saint-Jean, où il n'y a jamais la première année de mini-poussin, puisque en fait, Bernard considère qu'on n'est pas encore dans la nouvelle année, et donc tous ceux qui sont, on va dire par exemple, cette année, c'était 2017-2018, et ben sur l'aquathlon de Sainte-Geneviève-des-Bois, en 2023, les 2018 n'étaient pas acceptés. Oui, il a raison parce ils sont pas encore opérationnels en compétition. Que Ouais, là, mais nous, c'est comment une tu vas dérogation où déterminer ça? on prend les catégories, mais réglementairement, ils sont pas encore licenciés pour faire des compètes. Et donc, vous êtes capable de, pour chacun des clubs, de savoir qui sont des 2017 et qui sont des 2018 pour être sûr Oui, de bien calculer le pourcentage? oui. Ok, d'accord. Donc, Merci. si tu veux, je t'enverrai le tableau. J'ai un tableau avec plein de lignes, plein de données. En gros, je sais depuis à peu près 20 ans tout le nombre de courses qu'on fait chaque gamin sur le challenge. D'accord, ok. Merci bien. J'ai un historique un peu lourd et long de ça. Non, non, ça permet aussi de voir les évolutions. C'est pour ça que des fois, il y a des trucs où on est un peu affirmatif en disant, bah, attendez, voilà, le challenge existe depuis un certain nombre d'années. On a des données. Voilà. Et donc, c'est pour ça. Et l'histoire des pourcentages, encore une fois, hein, ça pénalise que quand c'est des déplacements, on va dire, individuels de quelques individus d'un club. Ça ne dé- Hormis les deux exemples que je vous ai donnés, ça n'a jamais pénalisé des vrais déplacements club. Ouais, mais moi, je suis pour les pourcentages, donc Voilà. Donc, j'ai mais pas de voilà. problème. Après, le but, c'est pas de freiner c'est de trouver des choses qui permettent d'améliorer et qu'on s'y retrouve tous, hein. Encore une fois, moi, si personne participe au challenge, je peux écrire un super beau règlement, ça sert à rien, hein. Ouais, ok. C'est pour ça qu'on travaille ensemble, qu'on avance à chaque fois. Vous voyez, il y a des choses qu'on a validées, donc on ne revient pas dessus et on avance petit à petit en se disant on amène des choses, on en discute et voilà. C'est pas le but de se dire c'est la ligne, quand je dis la ligne, c'est un peu la vision un peu pyramidale du truc qui décide et derrière vous, vous appliquez, quoi. Non, non, c'est le but. On le construit ensemble, ce challenge. C'est pour vous, c'est voilà. Pas de souci, merci beaucoup. Donc juste avant de passer au nombre d'épreuves, si a priori sur Juste les. un, juste, Ouais, juste un vas-y. point, parce on est passé sur l'exemple de Meaux. Alors, historiquement, alors, je parle pour les vieux de la vieille, les épreuves du challenge devaient dissocier l'épreuve jeune de l'épreuve adulte, tout le Tout à temps. fait. Et alors, est-ce que c'est plus dans le règlement, ça? Enfin, je n'ai pas C'est- sous les yeux le règlement, mais normalement, c'était le cas. Il devait avoir une pause entre les deux, même si on Oui, oui. enchaînait. Typiquement, Champigny commençait par les adultes, il y avait une pause,
Et après, on faisait les jeunes, donc ça rentrait dans le challenge, il n'y avait pas de Il souci. faut qu'on le remette, ce Mais point-là. La ce serait règle, bien de le c'est... remettre parce Oui, que, en fait, la règle, c'était même qu'en gros, s'il y avait une course adulte, elle ne devait en aucun cas au milieu de la course jeune. Pour en gros, j'ai dit, on va pas faire une course jeune, hop, une course adulte, une course jeune, une course adulte. C'était de dire pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une durée. L'idée de tout ça, c'est aussi vous protéger, vous, en tant que coach et accompagnant, que ça dure pas, entre guillemets, 15 plombes, le truc. Si on commence et on saucissonne les courses, ça veut dire que les épreuves jeunes durent très longtemps et les coachs qui gèrent l'école de triathlon, bah, ils vont passer leur dimanche de 7 heures du matin à 19 heures sur le site. Il y a des fois, on est obligé avec les sélectifs parce que le sélectif, il y a des règles un peu spécifiques, mais là, on est bien sur une partie très spécifique. Le challenge, on reste sur l'animation et donc il faut qu'on ait des règles aussi qui permettent de respecter un peu ces... L'idée, c'est de rester sur des demi-journées de compétition. Alors, c'est des larges demi-journées, mais voilà quoi. ok, merci. Yannick, Oui, est-ce que l'on pourrait mettre un point concernant les podiums? Je trouve que on en avait parlé, c'est mis en place par certains clubs, c'est-à-dire que si on commence par les cadets juniors, on sait qu'ils ont des obligations scolaires, de faire un podium cadet junior dans un premier temps pour pouvoir les libérer et ensuite faire le reste des courses, parce que ça mobilise, en tout cas ça ne les oblige pas à rester jusqu'à la fin. Donc, j'ai souligné au sélectif que les organisateurs faisaient cet effort de faire des podiums rapidement après les courses pour pouvoir libérer les, les encadrants et les personnes. Et, euh, et on s'aperçoit que il y a des athlètes qui ne jouent pas le jeu non plus, quoi, qui ne sont pas là pour les podiums. Donc, c'est un peu, on voit bien là sur WhatsApp la demande des podiums pour l'US Palaiso et on voit bien qu'il y a des podiums où il y a des athlètes qui ne sont pas là alors que c'est fait rapidement. Je ne sais pas comment on pourrait, alors, pas imposer aux organisateurs, mais ça permet aussi d'avoir des gens sur les podiums, ni plus ni moins. donc tout ça va sur la réponse. Alors là, je vous ai mis, alors c'est un peu, je vais vous l'envoyer après, demain, je le mettrai dans, c'est un document, voilà, sous Excel. L'idée, par rapport là, c'est sur les classements des épreuves. Donc, en gros, c'est ce qui est avant, ce qui est pendant et ce qui est après. Euh, on l'a noté, nous, le calendrier, c'est un vrai combat. Donc, c'est de se dire aujourd'hui, bah, c'est de valoriser les épreuves qui sont enregistrées très tôt. Donc, à chaque fois, c'est des points. On est très souvent dans plutôt de la valorisation. Donc, se dire, bah, plus j'aurai de points, plus ça sera intéressant pour mon classement. Donc, je ne vais pas tout vous détailler. Donc, il y a les enregistrements, le dossier technique, parce que nous, c'est pareil pour les arbitres et pour nous, valider l'épreuve, c'est important. Donc, il y a des règles. Si vous le faites avant, ben, vous avez un vrai bonus. Si vous le faites au temps limite, vous avez un tout petit peu de points. Si vous le faites après, vous n'avez aucun point. Hein, si je prends l'exemple du dossier technique, si vous le faites 6 mois avant, si vous déposez votre dossier technique 6 mois avant, vous avez 12 points. Si vous le déposez un mois avant, comme ça arrive encore, ben, vous marquez 0 points. Je vous rappelle, hein, il y a beaucoup d'épreuves à venir jeunes, pardon, qui se font dans des circuits, des espaces fermés. Donc, il n'y a pas d'obligation des fois de déclarer en préfecture, c'est simplement un accord de la municipalité. Donc, voilà pourquoi on a mis cette règle-là. Pareil, nous, on a besoin d'infos parce que c'est aussi de vous accompagner sur communiquer, on essaie de communiquer sur les épreuves. Donc, pareil, bah, s'il y a des infos sur le site organisateur correspondant à l'épreuve et tout ça. Par rapport à ta remarque, Alain, je redétaillerai ici. Voilà, il y a un truc, c'est les podiums. Donc, c'est de se dire, bah voilà, les podiums, s'ils sont séparés, après tous ces items-là, il y aura vraiment un point spécifique qui sera fait. Mais l'idée, voilà, donc ce soir, on peut le regarder, mais l'idée, c'est demain, moi, je vous l'envoie sous format Excel et vous me le retournez en marquant des commentaires, des choses, voilà, ou rajouter des points qu'on aurait oubliés. Donc, par exemple, bah, l'accueil des arbitres. Le après, c'est les résultats. Il y a des épreuves où on a les résultats très, très vite. Il y a des épreuves et bah, quand on n'a quasiment encore pas les résultats. Donc, nous, on est obligé de faire des captures d'écran, de bidouiller les trucs. Donc, c'est vraiment pénible. Pareil, il y a des classements qui nous arrivent sans les noms de clubs, sans les catégories.
ou qui nous arrivent en PDF verrouillé, donc c'est impossible de les traiter. Donc voilà, l'idée, c'est de ce qui améliore globalement l'organisation et la vie autour de ce challenge, de le valoriser ou de mettre des points négatifs. Quand, par exemple, il y a trop d'erreurs dans le classement, bah, en fait, on enlève des points à l'organisation en disant c'est pas normal qu'on nous envoie des classements où les catégories sont pas du tout bonnes. Donc, est-ce que quelqu'un veut intervenir par rapport à ce doc ou pas ou... Encore une fois, c'est juste un document de travail. On avait dit qu'on travaillait ensemble. Donc, on avait fait un premier tour de table avec des arbitres, quelques organisateurs. Là, maintenant, on va l'ouvrir un peu plus. Donc, là, tous les gens qui sont présents ce soir, vous l'aurez par mail demain, ce qui permettra d'avoir vos retours, de l'affiner. Et encore une fois, l'idée, c'est de le mettre en œuvre et de le valider, de faire valider par le CA pour qu'on soit tous d'accord sur ce mode de fonctionnement. Bonsoir Yannick, c'est Oui, Laurence Bellico de Courbevoie. L'idéal, ce serait qu'on puisse avoir des dates sur les sélectifs parce que j'ai cru comprendre que c'était les sélectifs qui faisaient que on pouvait caler ou non nos compétitions en fonction de ces dates. Donc, il faudrait qu'on ait les dates des sélectifs en amont afin de pouvoir caler plus de 6 mois à l'avance nos compétitions, non? les sélectifs bougent de moins en moins, les France bougeant de moins en moins, les sélectifs bougent de moins en moins. Après, D'accord. il y a plein d'épreuves qui ne sont pas concernées par les sélectifs, hein. Ben, nous, par exemple, avec notre triathlon à venir qui arrive là dimanche, je sais qu'il y avait eu des discussions par rapport aux dates des Oui, oui, non, sélectifs mais début avril. j'ai pas dit aucune épreuve. Oui, oui, Malheureusement, Courbevoie fait partie des épreuves qui oui. sont autour des dates des sélectifs et qui. Mais ça, c'est pareil, nous, on peut en tenir Ouais, compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste, une ouais. grille. Voilà. Vas-y, Didier, pardon. Ouais, pardon. Non, mais juste pour préciser, les calendriers sont assez stabilisés maintenant au niveau fédéral et les sélectifs sont organisés en fonction du calendrier fédéral. Donc, les France jeunes, il y en a trois. Il y en a un qui se déroule début avril, le premier week-end d'avril pour faire simple. Donc, cette année, de mémoire, ça doit être le 6 ou le 7 dans ces eaux-là, 7 et avril. 8. Donc, ça, c'est stabilisé dorénavant. Ça sera toujours, enfin, en tout cas, euh, c'est prévu comme ça, ce sera toujours ce week-end-là, ce ne sera pas plus tard. Ensuite, on a les France de triathlon, pareil, premier week-end de juin. Donc, premier week-end d'avril, premier week-end de juin pour les France de triathlon. Et les France d'aqua, on est sur le premier week-end de juillet. Voilà, donc qui nous amène, premier ou deuxième, c'est toujours aux alentours du 6-7, hein, pour faire simple, les dates. OK. Et à chaque fois, tu comptes que les sélectifs, il faut compter 15 jours avant en général ou 3 semaines pour les aquas. Voilà. On est toujours sur ce schéma-là. Donc, tu enlèves 15 jours avant et tu tombes à peu près sur la date du sélectif. D'accord, d'accord. Donc là, Non, nous, parce que l'idéal, ce serait aussi de pouvoir dire, comme sur le marathon de Paris, tout le monde sait que c'est le premier week-end d'avril, le semi, pareil, le semi de Rueil, c'est deuxième ou troisième semaine de mars. Enfin voilà, on a des rendez-vous bien calés et ça permettrait de fluidifier les déclarations alors, auprès de nos mairies, etc. Voilà. on y arrive petit à petit. Mm. On a réussi aussi à avoir des épreuves qui ne bougent pas trop dans les dates. Après, un de nos problèmes, mais qui n'est pas un problème, c'est on grandit, on évolue, et que donc il y a des nouvelles épreuves qui apparaissent et qu'il faut aussi qu'on intègre. Quand je parle des nouvelles épreuves, c'est au niveau de la ligue, il faut qu'on les intègre. On ne va pas dire on reste sur un truc fermé et plus personne ne peut organiser une épreuve qui rentre au challenge. Donc, c'est de Oui, trouver aujourd'hui comment intégrer ces potentiels nouveaux organisateurs, comment améliorer nos épreuves, comment figer par rapport au calendrier national qu'a rappelé Didier. Et effectivement, c'est une chance, maintenant notre calendrier se fige, donc du coup, ça permet nous aussi de figer. Et là, on va essayer, nous, de vous proposer un calendrier idéal en disant, en gros, voilà les dates où il y aurait les sélectifs. Mais encore une fois, on est tributaire. Aujourd'hui, par exemple, tu parlais des sélectifs.
en début de réunion, je disais, on n'est pas sûr l'année prochaine de pouvoir l'organiser sur le circuit Nexter, parce que vous avez vu l'état du circuit Nexter. Donc, ça veut dire que si demain, il faut retrouver un sélectif, si on nous dit c'est une semaine avant les France ou 2 semaines avant les France qui est l'idéal, oui, on prendra ce qu'on trouvera, malheureusement, quoi. Hmm. Mais après, j'ai une solution, hein, c'est que Courbevoie organise le sélectif l'année prochaine. Comme ça, vous combinez la bonne date pour vous et la bonne date pour nous. Ouais, tout à fait. Il faut J'avais juste en compris le parler à message. mon maire et qu'on peut voir. Voilà. Mais non, mais on est conscient, voilà, c'est dans un monde hyper idéal, voilà, mais on s'améliore, on travaille tous ensemble et on est conscient des difficultés que vous avez de caler les dates aussi avec vos collectivités parce que on est tous passionnés par le triathlon, mais on n'est que du triathlon, donc les mairies n'attendent pas forcément après nous pour caler le calendrier des événements sportifs Hmm. ou le calendrier des événements globaux sur la ville, quoi. Donc, par rapport à ce document, moi, je vous l'envoie demain par mail sous format Excel. Évitez de le publier partout. Alors, je ne vous dis pas de ne pas en discuter en interne avec vos différents coachs et tout ça, mais mettez-le pas sur tous les réseaux sociaux et tout. De toute façon, c'est un document de travail, il n'y a rien de validé, mais voilà, c'est une idée de travail et il faut qu'on l'améliore. Et l'idée, encore une fois, c'est que d'ici 2 mois maximum, on l'ait validé. Oui, David. Ouais, juste dans le cadre de ce tableau et dans le cadre d'une certaine bienveillance, enfin moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de moins en fait, qu'il y ait des plus pour les bons, mais rien pour les mauvais. C'est juste dans le cadre d'une certaine bienveillance en fait, c'est dans Ouais, l'esprit quoi. C'est non, juste un avis. Après, Ouais. Et tout à fait. moi, Non, j'aimerais mais préciser quand même que les moins pour les mauvais, enfin, les mauvais sont quand même des organisateurs. voilà, donc en fait Là, quand on c'était dit plus. mauvais, moi, enfin, Non, ça non, me mais fait quand je dis rebondir mauvais, quand même. oui, oui, excusez-moi, c'est pas le Non, terme que mais je voulais moi, je dire. suis Mais ce que d'accord je veux avec dire, toi. c'est qu'il faut de la bienveillance, c'est que oui, oui, mais bon, il n'y en a pas beaucoup des mois, j'en ai vu 2 ou 3, mais de il n'y a pas mémoire, il doit y en grand-chose. avoir deux. Ouais, il y en a deux, Alors, en en effet. gros, c'est quand les sites sont non agréés pass parce qu'on a un vrai. La Fédé nous demande pour tout ce qui est flux financier, contrôle des passes et tout ça, de passer de plus en plus via des sites agréés. Donc l'idée, c'est aussi de noter ça, mais voilà. Et après, l'autre truc, c'était par rapport aux catégories, c'est des erreurs. Mais après, effectivement, moi, l'idée, c'est vraiment que ça soit un tableau partagé et qu'on soit tous d'accord, alors peut-être pas l'unanimité, mais qu'il y ait une très grosse majorité qui se dégage de cette grille d'évaluation des épreuves. Parce que si on la partage pas, elle ne sera pas utilisée, ça sert à rien, quoi. Voilà. Donc, pourquoi on la travaille ensemble et qu'encore une fois, on ne vous l'impose pas, pas Didier et puis moi, et on ne travaille pas dans notre coin en disant voilà, on vous balance la grille et maintenant c'est comme ça. Ça avait été D'où, fait, ça avait été fait, hein, Yannick, il y a quelques années, effectivement, c'était pour l'aide que la Ligue pouvait apporter à certaines épreuves. Il y avait certains critères et effectivement, il y avait des critères qui n'étaient pas, que la Ligue enfin, faisait un effort pour les épreuves et les épreuves n'étaient pas respectées. Donc, on revient oui, à, oui. un peu Alors, à ce système en autocontrôle, quoi. Parce que après, il y aura on sait un, très bien que ben, sur les épreuves que j'anime, combien de dimanches j'essuie les plâtres pour dire que tout s'est bien passé, quoi. en Voilà. sachant qu'après, ce qu'il y aura aussi à voir, c'est sur la partie pendant. Il faudra qu'on se trouve un système de qui renseigne ce dossier. Il y a des choses avant, bah, n'oublie que ça sera entre guillemets relativement simple parce qu'on a les éléments. Le après, ça sera aussi la ligue parce qu'on a les éléments. Après, ça peut être d'autres personnes, hein. S'il y a quelqu'un qui veut se dévouer pour nous aider sur cette mission-là, il n'y a aucun problème. Mais le pendant, ça ne pourra pas être toujours quelqu'un de la ligue parce qu'on n'est pas présent sur toutes les épreuves. Et il y a une partie qui pourra être renseignée par l'arbitre principal, c'est vu avec la CRA, donc la Commission régionale d'arbitre qui est OK pour nous accompagner sur une partie de cette chose-là, mais il y a des choses que les arbitres ne voient pas forcément et qui donc devra être du ressort de ce qu'on appelait à l'époque, comme l'un l'a évoqué, d'un délégué technique, ou comme ça se fait au niveau national, hein, il y a des délégués techniques sur les épreuves nationales qui évaluent les choses et qui mettent des critères et des points par rapport au dossier. Au même titre que les arbitres jeunes, ça peut être une obligation liée au challenge, hein. Tout à fait, ça fait Pour les partie des clubs choses. participant au challenge,
ils doivent se positionner sur une course du challenge pour être le pendant et pas le juge, parce que c'est pas un juge, mais pour remplir cette grille sur le Voilà. pendant, quoi. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faudra qu'on définisse aussi dans les prochains trucs, mais à réfléchir aussi quand vous mettrez cette grille. De toute façon, il y a l'item en bas, moi je l'ai précisé, là je l'ai pas mis, mais qui évalue et qu'on trouve une solution qui permette voilà, d'avoir une lecture simple. Pour ça, il faut que la grille soit, après on la détaillera un peu plus, mais voilà, qu'on ait cette grille-là. Sur ce point-là, parce que le but, c'est pas non plus de faire une réunion qui dure trop longtemps, est-ce que c'est OK continue à avancer dans ce sens-là? OK. Oui. Oui. Voilà, donc ben, on avance. Dernier point de la réunion, comme ça on va essayer on sera un tout petit peu plus qu'une heure, mais donc je rappelle la Super League, l'objectif, hein, c'est pour permettre à nos meilleurs jeunes de se retrouver dans les meilleures conditions pour préparer les sélectifs, les championnats de France, et on a la chance même d'avoir des jeunes qui vont courir des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, des championnats d'Europe et des championnats du monde. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir aussi une course un peu autre que le challenge. C'était par rapport au retour de nombreux clubs et de coachs et de jeunes. Donc, l'idée, c'est de rester sur cette base de conditions d'accès à 130 points. L'évolution qu'on vous propose, c'est aussi de coller des fois cette Super League pour qu'on puisse en avoir plusieurs sur des courses adultes qui existent. Mais alors ce ne sera pas possible tout le temps, mais il faut qu'il y ait des départs séparés. Donc là, l'exemple de Verneuil, on a vu avec l'organisateur, si vous êtes OK, on part sur cet optique-là. C'est-à-dire, donc, il y aura un XS proposé par l'organisateur pour les benjamins et les minimes. Et la vague Super League partira avant la course XS Open, comme noté dans la chose, en sachant qu'il y a une boucle à vélo. Donc, du coup, il n'y a pas de possibilité de se rattraper, de se gêner de tout ça. Une boucle en natation et une boucle à pied. Donc, il n'y a pas de souci de doubler, rattraper et de tous ces trucs-là. Et même principe pour les cadets juniors. Et donc, l'idée, c'est comme ça, nous, ça nous permet d'avoir un organisateur qui accepte de prendre une Super League, parce que si on dit à un organisateur, tu fais 2 courses et il y a globalement maximum 100 personnes par course, on va avoir du mal à trouver un organisateur avec des prix d'inscription qu'on est en train d'essayer de calculer ou plus juste, pour pas que ça soit des prix exorbitants, pour que les jeunes ne soient pas pénalisés, et vous les clubs, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui prennent en charge les inscriptions, pour qu'on retrouve un jeu. Et donc l'idée, s'il y a ce système-là, c'est que seuls les jeunes inscrits dans la vague Super League marqueront des points à la Super League. Je vous écoute. Les classeries doivent être arrêtées à quand? On Doivent avait être prêts dit pour quand? 15 jours avant Parce la que nous, on n'a course. pas de classerie, par exemple. Donc, Alors, de toute typiquement. façon, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans les écoles de triathlon. Aujourd'hui, les clubs franciliens sont très, très en retard sur les classeries. Je crois qu'on a moins de 150 gamins qui ont fait un classerie. Ouais, non, mais c'est non, enfin, c'est explicable. Enfin, c'est vrai Oui, que les non, mais classeries ont perdu un peu d'intérêt. On en fait faire pour l'école de tri pour marquer les oui. points supplémentaires par classerie, mais ça ne sert que à ça, en fait. Donc, c'est très compliqué de les faire faire. Donc, voilà. Donc là, il y aura Voilà, un on va les intérêt. faire, mais après, le class-tri vaut pas grand-chose en plus. Donc, des fois, enfin, qu'est-ce qu'un class-tri, quoi? Si c'est les temps que me donne un entraîneur, oui, je peux en rentrer un demain, hein. Mais bon, voilà, quoi. Est-ce que c'est vraiment un class-tri? Voilà, enfin, j'ai un gros doute, quoi. J'ai un gros Bah, doute que ce soit vraiment un class-tri, en fait. l'intérêt, c'est quand même de le faire sérieusement pour pouvoir le rentrer dans la base de données nationale et pour que le jeune aussi le situer par Je, rapport où je- il en je- est. je- je suis d'accord, mais dans ce cas-là, moi, j'aimerais m'appuyer sur un circuit class-tri, c'est-à-dire sur des organisateurs class-tri qui pourraient être des organisateurs qui pourraient être remplacer une épreuve R1, par exemple, pourquoi pas? Parce qu'organiser un class-tri, c'est très compliqué. Hmm. Et donc, on pourrait aussi dire, enfin, donner une prime à des clubs qui sont capables, enfin, je ne suis pas concerné, donc j'en parle pas pour nous, même si on a un projet au niveau du comité départemental de le faire. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut la piscine à côté du stade, il faut monopoliser les lignes d'eau, enfin c'est un peu compliqué. Mais Là-dessus, David, moi je sais pas, je suis peut-être naïf, hein, mais
je fais confiance au club. Enfin, je veux dire, c'est aussi. Enfin, moi, depuis 20 ans, je fais confiance au club. J'ai vu passer des choses dans des classeries. À l'époque où on qualifiait les jeunes avec D'accord. les classeries, c'était extraordinaire quand même. Enfin, après, Ouais, nous, mais nous, on nous, on n'est pas forcément avantagés. On a un club de cyclistes. Enfin, je veux dire, on est des duathlètes. Donc, en effet, le classerie, il a mauvaise presse au VMT. Il a toujours eu mauvaise presse pendant des années parce que nos jeunes disaient, ouais, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, il n'y a pas de vélo. Donc voilà, c'est un peu la problématique, mais ça, c'est un autre problème. Et puis, enfin, j'ai pas de souci, hein, vous avez les arguments pour dire que ceux qui réussissent à haut niveau, ce sont. Enfin, on m'a déjà démontré les arguments, donc j'ai pas de souci là-dessus, hein. Mais voilà, c'est après le class tri. Enfin, moi, je Mais peux faire un class tri pour que mes jeunes aillent cette compétition, mais bon, je vais rentrer des temps d'entraîneur, hein. Après, Mais l'idée du comité départemental, c'est des choses qui se mettent en route, hein. Par exemple, André qui est là sur le 94, alors c'est nos gens qui organisent, mais c'est aussi ça. À un moment, c'était le comité du 77 qui organisait, à un moment, le comité du 78. Oui, ça peut être des idées, en sachant que l'intérêt de faire des classes tri comme ça, c'est que c'est une vraie émulation aussi pour les jeunes, notamment pour les plus grands. Parce que quand tu te tapes un 3000 tout seul dans ton club en junior, c'est peut-être pas forcément sympa, alors que de se faire un 3000 à plusieurs. Mais moi, sur chaque stage de la ligue, on fait un class tri. Et je peux vous dire que les jeunes aiment bien. Et il y en a même qui sont prêts à refaire les chronos plusieurs fois durant le stage, quoi. Mais encore une fois, hein, ça sert aussi, hein, c'est pas qu'un outil de points, c'est aussi un outil d'évaluation pour noter la progression du jeune et de marquer des caps au niveau des jeunes et au niveau des validations de ce qu'ils font à l'entraînement, hein. C'est Nicolas, je crois, qui avait levé la main. Oui, merci Yannick. Un class-tri, c'est aussi pour les clubs organisateurs quelque chose qui peut apparaître comme très cher. À Paris, un class-tri, c'est réserver un bassin et réserver un stade, c'est à minima 700 euros pour le club organisateur à Paris. Parce que la mairie de Paris n'offre rien gratuitement. C'est une composante aussi non négligeable pour les participants, enfin pour l'organisateur d'une part, et puis ensuite pour les participants, de s'engager à venir, et puis ensuite éventuellement de participer aux frais, tout simplement. Oui, Christophe. Christophe, on t'entend pas. Attends, je vois pas ton micro fermé ou ouvert. Ouais, le son pour moi est activé de mon côté, mais non, Yannick, Christophe. Ouais, ouais, Alex. Christophe, ouais, vas-y, Alex, pendant que ouais, Christophe règle son donc, problème de là, micro. juste, moi, à Courbevoie, on a essayé de monter un class tri. Et en fait, la problématique, nous, c'était les dates. À Courbevoie, la piscine, elle est à vol d'oiseau, elle est à 300 mètres du stade. Donc, on a un bassin de 50, etc. Mais en fait, si tu veux, là où on était un peu bloqué, c'est par rapport à la période de saisie des classes tri sur la base espace tri. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux rien saisir avant début février, je crois, ou quelque chose comme ça. 1er Et janvier. voilà, bref. Et en fait, ça veut dire que en gros, moi, par exemple, ça aurait été plus simple pour moi d'organiser un class tri début décembre. Et donc, tu en fait, redis hein, comme tout le monde. ah bah, pas bien, hein. Écoute, Pas bien. Non, mais voilà, tu vois, en fait, c'est juste ça. Moi, par exemple, on parlait de période creuse pour la Superlift. Moi, par exemple, je pense que moi, c'est un rituel. Les gamins, ils passent un class triathlon avant chaque vacances scolaires. C'est un rituel dans mon groupe et pour mon groupe. Et moi, je m'étais dit, ouais, j'aimerais bien que moi, mes gamins, ils fassent un class tri avec d'autres gamins de l'Île-de-France. Parce qu'effectivement, il y a un côté émulation. Mais j'ai pas réussi à trouver de date entre ce qu'il y avait sur les courses, plus les dispos de ma mairie et de machin. Donc, j'ai laissé tomber l'histoire. Maintenant, si moi, j'entends aujourd'hui qu'on peut faire un class tri en novembre ou en décembre et que je peux faire venir tout le monde qui peut venir sur une journée chez moi et qu'on passe un bon moment avec les jeunes et qu'on puisse faire des trucs référents, moi, j'en monte un, hein. Par les pieds et par la tête, je vous en monte un. Parce Mais que ça moi, avance, évidemment.
Alors aujourd'hui, la période de saisie, c'est à partir du 1er janvier, parce qu'encore une fois, c'est toute l'architecture, quoi. Je parle sous le contrôle de Didier par rapport à l'espacerie, c'est qu'aujourd'hui, les saisons, c'est du 1er janvier. Les saisons jeunes sont décalées par rapport aux saisons prise de licence. Donc, globalement, un gamin qui fait un class tri en décembre, il peut être benjamin et à partir du 1er janvier, il peut être minime. Ouais, C'est là la difficulté. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de saisie de temps sur le class tri avant le 1er janvier pour qu'on soit sûr que le gamin, on saisit dans sa bonne catégorie. d'accord. Mais dans ce cas-là, rien n'empêche de faire un class tri, je vais dire une connerie, minime, entre guillemets, pour un minime 1 qui passe minime première année au 1er janvier, le 30 novembre, par exemple. Enfin, c'est les mêmes distances de toute façon, mais où Mm. c'est un cadet 1 qui passe cadet 1 au 1er janvier. Et, si tu lui fais le class tri en novembre, bah, tu lui fais courir un 1500 et tu lui fais pas courir un 1000. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les clous si on fait ça. Bah, c'est pour ça que je pose la question. Oui, Donc, oui, non, c'est mais moi, je l'ai noté, je vais reposer la question à mes collègues à la DTN en demandant si on peut faire évoluer cette règle en expliquant que voilà, la saisonnalité des écoles de triathlon, c'est septembre à juin globalement, et que donc, est-ce qu'on peut avoir des temps de saisie en expliquant un peu là, ce que tu as dit, Alex, en reprenant ce que tu as dit plus exactement, ouais, et voir la réponse. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas la main là-dessus. ok. Non, mais voilà, Et je veux moi, pas qu'on s'engage dans un truc où on serait borderline là-dessus, parce qu'après, on sait que voilà, il y a des choses où des fois on peut y aller, on n'est pas forcément, mais voilà, on est quand même obligé faut qu'on respecte les règles. Et là, c'est par rapport aux catégories, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Gwenaël aussi, par rapport aux poussins 1 ou quoi, mini poussins 1, on va oui, dire, qui ne peuvent pas courir le 11 novembre, parce qu'effectivement, nous, on déroge à une partie de la règle, mais on reste quand même dans les clous par rapport à la réglementation fédérale. ok, ok. Non, mais il n'y a pas de stress. Bon, c'est pour ça que je pose la question. Non, non, mais je Sinon, me le suis noté et je vais interpeller mes collègues en charge de ça à la DTN. ok, ok. Pas de souci. No stress. Merci. Et j'ai noté qu'on va relayer l'info aussi auprès des comités départementaux pour qu'ils pilotent. David, je te laisse passer le message à Jeff. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autrement, l'idée, c'est de faire des réunions qui ne durent pas beaucoup plus qu'une heure. Ouais, Gwenaël? Oui, en fait, moi j'avais juste une question concernant en fait le jour de la Super League, puisque nous on a la manche finale le 13 octobre là, cette année. On est bien d'accord qu'on peut quand même organiser des courses challenge sur la même journée? Oui, oui, c'est pour ça qu'on le dernier slide, l'idée, c'est on s'en rend compte qu'aujourd'hui, faire une super lift, c'est compliqué pour un ordinateur parce que financièrement, c'est d'organiser un truc pour pas beaucoup de gamins. Donc, l'idée, c'est de dire, si on veut développer la Super League, il faut qu'on la colle à des épreuves existantes, en mettant des règles qui permettent d'identifier les gamins de la Super League. Donc oui, par rapport à ta question, oui, tu peux organiser une manche Super League sur l'aquathlon de Corbeil avec une épreuve jeune sur l'épreuve de Corbeil. Mais l'idée, il faut qu'on arrive à trouver des séparations et qu'on puisse trouver des solutions pour que nos jeunes qu'on identifie Super Lift puissent courir ces épreuves euh, identifiées spécifiques pour eux. D'accord. Bah, nous, l'année passée, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait en première partie de journée les épreuves du challenge et en fin de journée les épreuves Superlift. Comme ça, les enfants pouvaient potentiellement se mettre sur les deux. Alors, Et juste juste pour par... l'épreuve. Ils n'avaient pas le droit de s'inscrire sur les deux, il me semble, hein. Oui, bah après, il faut qu'on mette des règles On est conscient que voilà, faut pas que on demande aux jeunes de courir partout. Alors, il y a des clubs qui vont dire, ouais, mais ils font la Super League, ils peuvent pas le faire le truc. Voilà, on peut pas faire 50 000 courses. L'idée, c'est pas non plus de se dire, c'est un pot pourri, on répond à toutes les questions. On Et puis, il y a essaie des d'amener. réglementations, je crois. Il n'y a que les juniors qui peuvent doubler sur Oui, certaines. ça dépend des distances, ça dépend de plein de mal de trucs. Mais ouais, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Encore une fois, hein, on avance, on essaye de trouver des solutions, mais on ne peut pas faire. Il y a un aspect réglementaire dont nous sommes les garants et qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Et aussi, c'est quand même aussi l'intégrité physique de nos jeunes. On ne peut pas non plus faire de n'importe quoi. Juste par rapport à ta question, Christophe, augmenter le nombre de points au class tri
Je pense pas, parce que là, déjà, c'est pas qu'une décision de la Ligue. Encore une fois, hein, on n'est pas tout seul. Après, ce qui peut s'entendre, c'est ce qu'évoquait David, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'organisation d'un class tri peut peut-être rentrer comme une course challenge ou trouver une solution pour se dire, voilà, on a un organisateur qui... Bon, encore une fois, hein, c'est si on trouve que c'est intéressant et que ça amène un plus et que ça permet de valoriser aussi bien le class tri que l'animation de notre challenge, on reste dans l'objectif du challenge, on révolutionne pas les choses. Voilà, l'idée, c'est de dire, bah voilà, on peut trouver des systèmes qui nous permettent de se dire, bah, parce qu'il y a des clubs qui ne peuvent pas organiser un triathlon, un aquathlon, parce qu'ils ne peuvent pas enchaîner, parce qu'il y a une grosse nationale à passer entre la piscine et le stade. Et bah oui, à la limite, on y va et on fait un class tri et ça rentre dans une organisation. Et ça, pour moi, c'est de la vie de nos écoles de triathlon. Donc, on est dans l'objectif qu'on s'est fixé au début avec ce challenge, hein. C'est le but de ces discussions, c'est aussi d'essayer de trouver des choses qui permettent à chacun de trouver et de répondre aux attentes qu'on peut avoir par rapport à ça, quoi. Mais en tout cas, les points, il y a des choses où on peut avancer, et Didier, je vois qui valide de la tête, mais il y a des choses où on ne pourra pas avancer nous tout seuls, parce que voilà, c'est le nombre de points, c'est un point aujourd'hui par class tri complet réalisé. Ça, c'est dans la grille et c'est au niveau national. Donc ça, nous, demain, on ne va pas pouvoir le changer. Et sincèrement, je préfère me battre pour aller essayer de bouger un peu les dates de saisie plutôt que d'aller chercher un point de plus au class tri parce que on ne pourra pas mener tous les combats. Donc, il faut qu'on les cible et qu'on avance sur un ou deux combats. Et si on y arrive, ça sera déjà bien. Qu'aucune gare. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée d'avancer comme ça. Juste sur la dernière épreuve Superlift, elle sera en octobre, c'est ça? Alors, Gwenaël s'est autoproclamé manche finale. Pour l'instant, c'est pas arrêté. Ok, Faut mais qu'on voit. C'est ce qui c'est était juste, écrit ça dans veut la- dire qu'il faut que les classeries soient saisies avant fin juin. C'est-à-dire que ça veut dire déjà ça que des nouveaux adhérents ne pourront pas participer à la manche d'octobre. Bah, Parce qu'ils ne pourront pas saisir de classerie, on est d'accord. voilà, c'est tous ces trucs-là qu'il faut qu'on cale, voilà, Après, un nouvel adhérent qui a déjà plus de 130 points, c'est une bonne pioche, voilà. Non, mais mais ça peut voilà, faut arriver. qu'on trouve des solutions pour répondre à toutes ces problématiques nouvelles là, qu'on se crée ensemble et qu'on y amène des solutions. Ok. Après, on aura peut-être un club qui nous organisera un petit class-tri, je ne sais pas, au mois de septembre. À Ouais, la... on peut pas rentrer un classerie au mois de septembre, c'est entre janvier et juin. Donc, il y Oui, a mais pas de. pourquoi? Ben justement, tu peux quand même rentrer un class-tri qui te permettra de Non, participer à non, cette... non, t'as pas accès sur l'espace, c'est fini, il est fermé. Tu peux pas rentrer C'est un peu de nouille, quand classerie. même. L'espace est fermé. C'est un peu nouille quand même, malgré tout. C'est comme ça. Donc, moi, je l'ai noté, on va essayer de trouver des solutions et pour que, effectivement, s'il y a des épreuves en octobre comme l'aquathlon à Corbeil, qui sera manche de la Superlift, et certainement la dernière manche, parce qu'après, ça devient compliqué de faire des autres épreuves. Faut qu'on puisse éventuellement, s'il y a des gamins qui potentiellement pourraient marquer plus de 130 points, qu'on trouve une solution pour acter ce truc-là. Enfin, après, la Super League, c'était quand même au départ prévu pour préparer les gamins au sélectif et au championnat de France. Et là, moi, un aquathlon, un Super League aquathlon au mois d'octobre, c'est un peu loin, quoi. Oui, c'était l'idéal au départ. Après, on a changé un peu de fusil d'épaule en se disant, bah, faut aussi équilibrer la saison parce qu'il y a des périodes où il n'y a plus grand-chose. Donc, peut-être retrouver des trucs qui permettent de garder les meilleurs sur le truc. Pour l'instant, on n'a rien d'idéal. Voilà, c'est quelque chose qu'on crée. Comme toute création, il y a du tâtonnement et heureusement qu'on a des clubs qui nous aident et qui répondent à cette mise en œuvre. Après, voilà, tous les ans, on fera évoluer, on fera bouger un peu pour améliorer les choses et répondre. Encore une fois, hein, c'est toujours le même discours, c'est de répondre aussi à vos attentes, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres choses? Autrement, on va se... Peut-être un dernier point, Yannick. J'ai eu un échange avec Grégory Rouault, qui trouvait, Grégory Rouault, le manager de Poissy, hein, qui trouvait dommage que tout soit concentré là sur les 3 derniers mois. C'est-à-dire
les sélectifs duathlon, le championnat de France du duathlon, le sélectif triathlon, et, enfin voilà. Et puis il disait que pendant l'été, ben, les gamins, ils travaillaient pas. Alors qu'avant, les championnats de France de duathlon étaient en octobre, et ça permettait aux gamins l'été de travailler. Ou pourquoi pas un championnat de France d'aquathlon à la rentrée, quoi, qui permet de, Je sais pas voilà, si la répartition, tout est concentré, c'est vrai, là, mars, avril, mai, juin, voilà, et début juillet. Et après, il y a pas de motivation pendant les vacances pour que les jeunes s'entraînent, quoi. ça fait partie des chantiers que porte Didier, je ne sais pas s'il nous entend, sur l'évolution de la saisonnalité des compétitions jeunes, en sachant que là, on a aussi un paramètre qui est le ministère par rapport et aussi à l'international par rapport aux courses et aux sélections. Donc voilà, c'est pas, là, on monte encore d'un échelon par rapport à nos meilleurs. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut rentrer dans le moulin pour que ça tourne, quoi. Voilà. Mais on en est conscient hein, que pour beaucoup de jeunes, et c'est pour ça, par rapport à ce que tu disais, Michael, c'est peut-être aussi pour ça que la remarque qui a été faite sur d'autres réunions, c'était de glisser un peu la Super League sur une autre période pour que nos jeunes, qui sont déjà énormément pris sur les périodes sélectives et championnats de France, et sur une période où il n'y a rien, bah peut-être c'est pour ça qu'on est là, on est entre les deux, de se dire on en fait un peu avant, on en fait un peu après, mais voilà, on verra avec l'évolution comment, vers où on va. Mais aujourd'hui, on est conscient que le calendrier des France est très condensé sur 4 mois, quoi. Olivier, je te laisse conclure ou si quelqu'un d'autre. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf s'il y a encore des mains levées pour intervenir. Merci à tous ceux qui ont pu se rendre disponibles pour ce point d'étape dans nos sujets. Non, pas de main levée, j'en vois pas, moi en tout cas. Non, il n'y en a pas. Et j'en profite puisqu'on conclut aussi pour remercier le club de Palaiseau, les jeunes de la section scolaire Marie Curie et Yannick et Alain pour sa prestation comme d'habitude remarquable aux commentaires et Yannick pour toute l'organisation du sélectif parce que vous avez été cheville ouvrière de cette belle épreuve dont on a besoin pour la Ligue et ça s'est très très bien passé en dépit des conditions météo qui n'étaient pas très bonnes pour la course. Donc merci à tous ceux qui se sont engagés pour cette épreuve. Et du coup, voilà. Merci Yannick. Merci à vous tous parce que Voilà. ça s'est bien passé. C'est ensemble hein, qu'on construit les choses. Hein. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai plus de jeunes à cadrer. J'avais l'électricité à régler dimanche. Alors voilà, bah, en tout cas, on cherche des organisateurs, il n'y en a pas, mais donc merci. Merci, on vous tient au courant. Donc moi, je vous renvoie des docs avec les sujets qu'on a évoqués, plus des documents de travail, et on se laisse un peu le temps de digestion et tout ça, et on fera un temps de travail comme ça, avec des éléments figés, des éléments qu'on fait évoluer, pour construire petit à petit le règlement et les évolutions des épreuves qu'on met en place. Bonne soirée Voilà. à tous. Bonne soirée, au plaisir. À À bientôt. bientôt. Pour Au certains, revoir. à Bonne soirée, Magne-en-Vin. merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.